très heureux de vous recevoir à nouveau dans notre salon à nous, qui s'appelle Kaléidoscope. Et je vois qu'il y a des gens de différents pays qui sont présents, mais en tout cas, je crois que le plus lointain est notre intervenant de ce soir. Et je voudrais saluer Patrick Anidjar qui est au Mexique, il est à Mexico et il nous fait l'amitié d'intervenir ce soir. On va y venir de suite au nom de l'association des anciens Zéhi d'Israël, du groupe local Israël Ronarad et de l'association des Zéhi, les partenaires de ce programme qui se déroule pour la septième fois, je crois. Et nous sommes très heureux de vous accueillir. Et ce soir, nous allons aborder une question qui est une question fondamentale, une question non seulement d'avenir, mais de présent. Et donc, je laisse de suite la parole à notre ami Patrick Anidjar. Alors, beaucoup de gens s'étant plaints dans les éditions précédentes que les micros soient ouverts. Je suis désolé d'avoir d'autorité fermé les micros. Mais deux choses, si vous avez pendant l'intervention des questions ou des remarques, vous savez que vous pouvez les écrire sur le chat. Et à la fin, pour parler des choses peut-être fondamentales et se raconter des tas de choses sympathiques, les micros seront ouverts. Voilà, comme ça vous pourrez parler directement entre vous. Merci beaucoup, merci à Patrick et bonne soirée à tous. Bonjour à tous. D'abord, je suis très content de participer à cette petite aventure-là. Je vais me présenter rapidement. J'ai grandi dans le groupe local Bialik, Anthony, que certains connaissent. Je crois que j'ai vu passer Jean là. Je vois pas tout le monde en même temps, malheureusement. Voilà, et puis j'ai fait des petites choses aux EI dont je suis très content. J'ai fait plusieurs camps. Enfin voilà, je connais toute la bande et je suis très fier d'appartenir à ce mouvement-là depuis si longtemps. Voilà. Et surtout de voir qu'avec les années, ce contact existe toujours. Pour en venir au sujet là, que je vais aborder, d'abord je me présente aussi professionnellement pour vous montrer que j'ai quand même une petite légitimité pour parler du sujet. J'ai été reporter, grand reporter. J'ai dirigé des bureaux, dont le bureau de Jérusalem pendant 5 ans, 6 ans, de 2004 à 2010. Là, je dirige le bureau de Mexico, donc depuis 1 an et demi. J'ai dirigé des grands services. J'ai dirigé le service multimédia, qui est un des plus gros services de l'agence. Et voilà, j'ai participé à une réforme, ce qu'on appelle la réforme multimédia de l'AFP, qui introduisait les images à l'intérieur du texte qu'on envoyait. Et puis j'ai été rédacteur en chef quand même de cette agence, qui est la plus grande agence du monde, avec presque 2000 journalistes, 170 bureaux à travers toute la planète. Pour certains, enfin, je le précise, il n'y a pas un bureau d'AFP seulement en Israël. Il y a des bureaux dans 170 pays de cette planète. Voilà, le Proche-Orient n'est pas le seul sujet abordé par l'agence France Presse, voilà, pour laquelle je travaille depuis plus de 30 ans. Voilà, donc je commence sur le sujet. Donc vous avez compris, c'est un sujet très d'actualité, très sensible, et ma foi, enfin, que je trouve très intéressant. Et vu le nombre de personnes, je pense que je ne dois pas être le seul. Et je commence par une petite remarque qui va vous faire sourire. Je pense que tout le monde a dit au moins une fois dans sa vie ah, c'était très bon, ou alors ça vous va très bien, ou alors vous avez vraiment une mine superbe. Sauf que dans ces 3 phrases, vous avez menti. C'était pas vrai, vous ne le pensiez pas vraiment. Mais vous l'avez fait parce que voilà, c'est la mécanique du mensonge. Elle est révélatrice de ce que nous sommes. On ment pour ne pas blesser, on ment par humanité, par gentillesse, par compassion, par pitié, même parfois on peut mentir. Et puis aussi pour nuire, pour distordre la réalité et pour manipuler, tromper. Ça, c'est moins gentil. Le mensonge, c'est considéré comme un péché, un vice. C'est contraire aux 10 commandements. Je vais l'apprendre à personne ici. Et contraire à toute tradition religieuse, éthique, philosophique. Il y a un vieux débat entre Kant et Benjamin Constant qui a passionné beaucoup de monde sur justement le droit de mentir. Kant considérait qu'il fallait rejeter le mensonge en toutes circonstances. Il n'y avait aucun contexte qui autorisait le mensonge, tandis que Benjamin Constant, qui était moins philosophe, mais plus romancier, plus écrivain, et aussi
politicien, ça fait la différence, bah, lui considérait qu'il fallait faire preuve de plus de flexibilité et on pouvait mentir de temps en temps. Alors pour des journalistes, se mentir de temps en temps, c'est vrai que c'est devenu, voilà, ça peut arriver. Le mensonge dans les médias, le mensonge en politique, ça atteint aujourd'hui des sommets. C'est devenu un véritable outil, un moyen d'utiliser les nouveaux formats, les nouvelles techniques de diffusion pour propager des idées politiques, soutenir un candidat à une élection, gagner de l'argent en diffusant des contenus qui sont viraux, qui génèrent des revenus, ce qu'on appelle des clics, et donc publicitaires, et donc de l'audience. Le but, c'est d'influencer le plus de monde possible, faire passer des messages politiques, économiques, sociaux, et même médicaux, comme on l'a vu dans la crise actuelle. On peut fabriquer des fake news avec absolument n'importe quoi, du moment que cela titille l'inconscient collectif, cela interpelle, ça excite l'imagination et ça provoque une émotion. C'est très intéressant de provoquer une émotion parce qu'on agit souvent, évidemment, en vertu des émotions qui nous traversent. Je m'attarde un petit peu sur, parce qu'on est entre nous là, sur le mot émet en hébreu, la vérité. Je vais pas prendre grand-chose à beaucoup de monde, mais enfin tout le monde a vu que ça commence de Aleph à Taf, c'est-à-dire l'alphabet total. Le mot vérité, il englobe tout, il enveloppe toute la totalité de la parole, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite. On ne peut pas y échapper, on retombe toujours sur elle. Elle est synonyme de stabilité aussi par la forme de ses lettres. Et contrairement au mensonge, donc shaker, qui est beaucoup plus instable, ce sont des lettres qui reposent sur un seul pied et qui donc peut être déséquilibré, fracassé, et puis en rapport avec le métier que j'exerce, qui peut être démonté. On verra, c'est un terme qu'on utilise dans notre métier, le debunking. Debunk, c'est vraiment démonter une information quand elle est fausse. Alors, il y a ceux qui ont choisi de vivre à la lumière de l'un de ces deux mots et d'autres qui ont choisi de vivre à l'ombre de l'autre. Ça s'applique aux journalistes, aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Et puis, il y a la troisième catégorie de menteurs. Il y a ceux qui disent on savait pas, on n'était pas au courant que c'était pas vrai. Et alors, voilà, l'information, on l'a propagée, mais c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Donc, là, j'en parlerai après. Il y a des moyens de reconnaître de fausses informations. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Et si on est honnête avec soi-même et qu'on a l'impression qu'une information est fausse, ben, il ne faut pas la diffuser. Je donne un exemple qui est arrivé à un journaliste de la boîte pour laquelle je travaille, donc de l'AFP, qui a diffusé la mort de Martin Bouygues, grand industriel français. Il était en toute bonne foi convaincu que le bonhomme était bien mort, sauf qu'il avait mal fait son travail. Il n'avait pas interrogé les bonnes personnes, il n'avait pas donné le nom de la personne sur laquelle il enquêtait. Et comme il y avait un dignitaire du village normand dans lequel habitait Martin Bouygues, qui était justement mort à ce moment-là, les interlocuteurs parlaient d'un autre mort, mais pas de Martin Bouygues. Et Martin Bouygues était bien vivant. Ça lui a coûté son poste quand même, hein. Ça lui a coûté son job. Il travaille maintenant aux archives et il n'est pas très content. Voilà. J'ai pensé je suis tombé sur une réflexion d'un historien que vous connaissez tous, je pense, Marc Bloch, donc grand résistant, fusillé par les nazis à la fin de la guerre, et qui lui s'interrogeait sur justement la question des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles dans deux contextes très différents. Le premier contexte, c'est celui de la Première Guerre mondiale, et le second, de la Seconde Guerre mondiale. Pour la Première Guerre mondiale, je vous lis ce qu'il a écrit. Il écrit de faux récits, c'est l'expression qu'il utilise, ont soulevé les foules. Les fausses nouvelles, dans toute la multiplicité de leurs formes, simples, racontars, impostures, légendes, ont rempli la vie de l'humanité. Et alors là, il s'interroge dans la suite. C'est un article qu'il a écrit qui s'appelle « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ». Il se demande comment ces fausses nouvelles naissent, de quels éléments elles tirent leur substance, comment elles se propagent de bouche à oreille ou d'écrit en écrit. C'est une question qui se pose déjà pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde, il a déjà 53 ans quand il s'engage dans la résistance. Il n'a pas une très bonne santé, c'était un type courageux, et il écrit dans un livre qui s'appelle « L'étrange défaite », il écrit quelque chose qui pourrait s'appliquer à notre temps. Délibérément, l'hitlérisme refuse à ses foules tout accès au vrai. Il remplace la persuasion par la suggestion émotive. Vous vous rappelez, j'ai parlé d'émotion juste avant. Et il dit, la masse n'obéit plus, elle suit parce qu'on l'a mise en transe ou parce qu'elle sait qu'elle croit savoir. Alors, c'est très intéressant parce que voilà, il y a toujours eu des affabulateurs, il y a toujours eu des gens pour les croire.
Ça peut être des dirigeants, des responsables religieux, des militaires, des individus isolés dans des petites villes, dans des grandes villes, partout dans le monde. Il y a une anecdote d'un militaire français, ou plutôt un pseudo-militaire, mais quelqu'un qui apparaît un beau jour sur les défilés du 14 juillet, aux côtés du ministre et du chef d'état-major français, et qui va participer à l'allumage de comment on appelle ça, la flamme du soldat inconnu. Et le gars est décoré, il est bardé de décorations, il a la croix du combattant, ça veut dire qu'il a combattu au front. Et puis il commence à agacer un des colonels qui est dans le coin, qui dit mais qui c'est ce type qui est tellement présent et qui va participer à plusieurs cérémonies, pardon. Et il s'avère que le gars n'existe pas, il n'a jamais été soldat, il n'a jamais été combattant, il faisait ça juste pour s'amuser, et il a fait ça pendant quelques années jusqu'à qu'il soit démasqué. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. Le plus intéressant, c'est qu'il n'y a aucune sanction qui va être prise contre lui. Parce que ni le ministre de la Défense français, ni le chef d'état-major français n'ont demandé à ce qu'il soit puni. Pourquoi ? C'est très simple, c'est quand on dénonce un mensonge qui a aussi bien fonctionné, on s'expose au risque que d'autres s'intéressent à ses propres mensonges. Et ça, personne ne le veut, surtout pas les politiques. Alors, vous allez voir que c'est vrai dans d'autres contextes et dans d'autres pays. Alors, nous allons nous intéresser spécifiquement au domaine des fake news, qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles qui ont envahi le paysage médiatique. Alors, j'en donne une définition qui est très simple. C'est une information mensongère qui est diffusée dans le but de manipuler ou de tromper le public. C'est tout. Alors, si on met ça dans le contexte actuel, on va dire que, contexte médical actuel, on va dire qu'une information mensongère, ça pourrait s'apparenter à un virus, et que l'importance qu'elle prend, qui devient une rumeur complotiste, ça pourrait correspondre à une épidémie. Comme ça, pour imaginer le discours. Alors, ça prend une importance évidemment singulière aujourd'hui, puisque c'est l'Internet qui fait la différence avec les fausses nouvelles qui étaient diffusées dans le passé, puisque l'objectif principal, c'est de faire du clic, c'est d'augmenter les partages en ligne, c'est d'augmenter le nombre d'électeurs, c'est de se faire connaître au maximum. Le problème, c'est que l'Internet et donc les réseaux sociaux qui ont pris une importance majeure aujourd'hui, aucun de ces médias ne sont soumis aux règles de déontologie qui sont en vigueur dans la presse dite sérieuse. Alors, du coup, le terme de fake news a pris racine, la pratique mensongère aussi, et avec une opinion publique qui est de plus en plus critique, avec un accès de plus en plus facile à toutes sortes d'infos qui arrivent de toutes les directions possibles, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes, grâce à WhatsApp, grâce à tout ce que vous voulez. Et tout le monde se prend un petit peu pour un journaliste, alors que c'est un métier, finalement, ça je peux en témoigner, avec une vraie formation, des vrais diplômes. Et puis chacun a ses sources, chacun a son réseau. On cultive une sorte d'entre-soi qui est très confortable. On se fait plaisir, on se rassure. Et puis les infos tournent, même si elles sont erronées, elles tournent et elles enflent et elles grossissent et elles se diffusent. Et on est dans l'erreur. Alors, si nous voulons survivre, ça je le dirai, j'y reviendrai évidemment à la fin, la presse sérieuse, dite sérieuse, va devoir s'adapter à ce changement médiatique qui est majeur et qui porte un nom. On dit que nous sommes rentrés dans une ère de post-vérité. Voilà. Je vais faire un petit peu d'histoire quand même parce que c'est amusant. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait toujours eu des fake news, des fausses nouvelles. On identifie la première grande fausse nouvelle à peu près 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, 2000 ans et 21 ans, autour de la naissance du Christ, avec ce qu'on appelait le Testimonium Flavianum, du nom de l'historien Yosef ben Atatiaou, Flavius Joseph, grand historien, qui a décrit toute son époque avec une grande précision. Et puis, il fait mention de Jésus dans son écrit, notamment la guerre des Juifs contre les Romains. Sauf que le seul et unique paragraphe dans lequel il décrit l'existence de Jésus, c'est un paragraphe de 10 lignes. Ce paragraphe a été rajouté 3 siècles après. Et ça a été démontré par des chercheurs, par des historiens. 10 lignes qui sont écrites dans un style qui n'est pas celui de Flavius Joseph, avec des mots qu'il utilise nulle part ailleurs dans la somme, dans son livre, et qui ont été rajoutés après. Première fake news identifiée de l'histoire. Il y en a eu d'autres après. Il y a le pauvre général Marc-Antoine, général romain, qui avait été présenté comme un poivreau coureur de jupons. Il a fini par se suicider. Tout était faux.
Il y a eu des rumeurs concernant les premiers chrétiens qui ont été accusés de cannibalisme, de cannibalisme rituel, d'inceste. Alors, je vous passe évidemment les fausses nouvelles concernant qui ont trait à l'antisémitisme, sur les rumeurs de meurtres rituels, de profanation d'hosties, de vol. À Strasbourg, ça avait donné lieu au fameux bûcher. J'ai vécu à Strasbourg pendant plusieurs années. Et il y a une place où ce bûcher affreux avait eu lieu en 1349. 3000 juifs brûlés à cause d'une rumeur, à cause d'une fausse nouvelle qui circulait sur ces juifs de la communauté. 3000 brûlés. Il y a beaucoup d'exemples dont vous avez certainement entendu parler. Avec l'invention de l'imprimerie, donc au XVe siècle, la diffusion de ces fausses informations va s'accélérer parce qu'on ne se contente plus de parler, on écrit. Donc on peut aussi écrire des choses fausses. Et il faut attendre le XVIIe siècle pour que des historiens commencent pour la première fois à citer leurs sources en bas de page. Auparavant, on disait quelque chose, on donnait un fait, et puis on s'arrêtait, enfin, on ne donnait pas sa source, on ne savait pas d'où c'était sorti. Et puis, c'était aussi autour du procès de Galilée qu'on a commencé à écrire, à exiger plus de rigueur dans l'écriture des sources. Ça n'a pas empêché l'extension du phénomène, parce que qui dit source dit aussi fausse source. Donc, dès lors qu'on dit quelque chose, on peut aussi dire son contraire, et on a du mal à le vérifier. C'est au XVIe, XVIIe siècle aussi en France, entre le XVIe et le XVIIe siècle, apparaissent les premiers canards en France, vraiment des fausses informations, et qui ont donné lieu, ni plus ni moins, aux guerres de religion, avec des accusations mutuelles qui étaient toutes fantasmées sur les uns et les autres, et qui ont abouti à des massacres que l'on sait. Il y a un journal, et alors là on arrive à la presse, c'est intéressant parce que ça se passe aux États-Unis, c'est au 19e siècle, un journal qui s'appelle le New York Sun, qui existe toujours d'ailleurs, qui publie un article qui parle d'un grand astronome du 19e siècle qui a vécu en 1835, qui s'appelle John Herschel, et l'article décrit de long en large en travers la vie qui existe sur la Lune, avec des animaux, des tas de choses étranges qui se passent sur la Lune. Ça provoque un grand émoi, mais ça provoque surtout une grande vente de journaux. Le journal qui est en difficulté économique se remet à flot avec cette diffusion. Ça va durer pendant un moment, jusqu'au moment où le journal est démasqué, il est accusé de mensonge. Les ventes vont un petit peu baisser, mais pas tant que ça. Il est resté un journal de grande diffusion. C'est le rapport entre l'homme et le mensonge. On est très indulgent vis-à-vis du mensonge, et ça, voilà, il y a un psychiatre, je crois, dans notre assistance, il pourra peut-être s'exprimer là-dessus. Pendant la Première Guerre mondiale, on a diffusé un nombre de fausses informations, mais absolument incroyables. Une des pires qui a été publiée, c'est celle où on apprenait qu'on recyclait des soldats tombés au combat pour en fabriquer de la nitroglycérine, des bougies, du cirage. On est pendant la Première Guerre mondiale, hein. Et c'était les Allemands qui étaient accusés évidemment de toutes ces horreurs. C'est la presse alliée qui avait répandu cette info. Or, il se trouve qu'à l'époque, on est en 1915, c'était totalement faux. C'était totalement faux. Quelqu'un qui est un maître de la propagande, qui s'appelle Joseph Goebbels, avait cette information qui avait été diffusée contre son pays pendant la Première Guerre mondiale. Ça ne lui est pas tombé dans l'oreille comme ça. Il a réutilisé cette information pour démontrer que de la même façon que l'information diffusée par les Alliés avait été fausse, eh bien celle concernant les Juifs qui étaient exterminés dans les camps, elle aussi, elle était fausse. Et il a mis les deux en parallèle. L'accusation mensongère contre l'Allemagne, à l'époque c'était un vrai mensonge, et puis le fait même de l'extermination des Juifs qui, malheureusement, était une réalité. Mais il a été malin, il l'a utilisé, et on sait que jusqu'à aujourd'hui, les négationnistes savent exploiter ce genre de manipulation. Pour l'anecdote aussi, vous avez tous entendu parler de la guerre des mondes, Orson Welles, en 1938, quand Orson Welles sème la panique avec une fausse info sur les Martiens qui débarquent en Terre dans le cadre de son émission La guerre des mondes. Le lendemain de la diffusion, il fait passer l'info, comme quoi des Martiens ont atterri sur Terre, il sème une panique extraordinaire, il y aura des blessés, il y aura une hystérie collective, voilà. Je passe sur les mensonges de Staline, les photos retouchées, etc. Il faut remonter quand même en France pour voir qu'on a légiféré. C'est le seul pays qui, à l'époque, a légiféré sur les fausses nouvelles, l'interdiction et la punition
pour publication de fausses nouvelles. Ça remonte au 27 juillet 1849. On parle de publication ou reproduction faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de nature à troubler la paix publique. Voilà. Alors, on va se rapprocher un petit peu du XXe siècle. On a confondu, dans les années 90, diffusion de fausses nouvelles et humour, troisième degré humour. Il y avait un journal, un hebdomadaire français qui s'appelait Info du Monde, d'information parodique, qui avait été créé par le Philippe Aki, Daniel Philippe Aki, grand patron de presse, et qui publiait des informations, alors systématiquement 16 pages d'informations hebdomadaires, dans lesquelles il disait des trucs aussi sérieux que des reportages sur l'enfant chauve-souris, la mère à 2 têtes et son bébé à 2 têtes, évidemment. Mon fils s'appelle Castorama, le fils secret d'Elvis Presley vit à Nice, et des cannibales se font dévorer par des missionnaires, ou encore cette poule a pondu des œufs durs. Et tout ça avec des images, avec des photos, avec tout un tas de détails pour rendre l'information encore plus crédible. Le terme de fake news apparaît pour la première fois aux États-Unis en 1999 dans une émission satirique qui s'appelle The Daily Show, qui est présentée par un humoriste assez connu aux États-Unis qui s'appelle Jon Stewart, et qui balançait des informations complètement farfelues, mais qui finalement s'est fait critiquer parce que c'était tellement farfelu et les gens y croyaient tellement que ça a donné lieu parfois à des confusions. C'était la limite un peu ténue entre la frontière un peu ténue entre l'humour et l'information journalistique. Alors avec l'avènement d'Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a changé. C'est la rapidité de diffusion qui fait la différence et la nécessité de publier différemment, donc la course au scoop qui pousse les journalistes à travailler de plus en plus vite. Et parfois, quand on travaille trop vite, ben, ça donne les résultats qu'on a déjà vus souvent. C'est-à-dire qu'on fait le choix de la rapidité sur le choix de la fiabilité et de la crédibilité de la source. Donc, je suis le premier à le dire, je le dis depuis longtemps, il faut faire notre mea culpa. Toute la profession doit réfléchir à sa façon de travailler, parce que voilà, au sein de la presse dite sérieuse, il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes qui sont sérieux. Je ne veux pas donner de nom de médias qui sont des médias dits sérieux. Enfin, il y a des chaînes d'information en continu qui sont capables de donner une information le matin, une information qui va s'avérer en cours de journée fausse ou partiellement fausse. Et là, la chaîne d'information en continu ne va pas démentir ou s'auto-démentir ou dire qu'elle s'est trompée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est beaucoup plus intéressant. Elle va recycler l'information. Donc, en fait, on met tout ça dans une sorte de moulinette et on recycle ce qui a été dit, ce qui fait que la personne qui a écouté une information X ou Y le matin, à 9 h du matin, avant d'aller travailler de chez lui, il rentre le soir à 20 h ou à 22 h ou à 23 h et il va constater que l'information, elle a un peu changé. Sauf qu'on ne lui a pas dit entre-temps que celle du matin, elle était fausse. Mais il voit que l'information a changé, elle n'est plus la même. Ça, c'est quelque chose que je trouve injustifiable. Déontologiquement, c'est inacceptable. Et ça pose la question de notre crédibilité. Et ça a fait aussi, pour ceux qui s'en sont rendus compte, et pas seulement les journalistes, ça fait grandir la méfiance et la suspicion. Donc, les médias traditionnels sont de plus en plus accusés de ne pas être crédibles, de ne pas être fiables, de servir le peuple, de servir le pouvoir à l'encontre du peuple. C'est rarement dans le sens précédent, mais ça sert rarement le peuple. Et donc, la difficulté, c'est de démontrer qui détient la vérité, qui peut dire « c'est moi qui ai la vérité ». Alors, il y a des méthodes pour ça. C'est pour ça que le travail que j'exerce depuis longtemps déjà, il a radicalement changé. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'aller à la pêche à l'information, comme on le faisait, comme je l'ai fait moi, quand j'étais beaucoup plus jeune. Il faut maintenant démontrer que les informations pêchées par d'autres sont fausses. Et ça constitue une part extraordinaire de notre travail. On est maintenant là aussi pour démontrer que des informations publiées sont fausses. Donc, ce n'est plus uniquement un travail de journaliste. Dans le cadre de ce que je raconte, là, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Quand j'ai débuté, j'avais un directeur qui avait une façon de travailler, comment dirais-je, très, très, très étrange. Il avait entendu que par le biais de pigistes, de journalistes occasionnels palestiniens, parce que je travaillais à Jérusalem, c'est là où j'ai débuté,
C'était au début de l'année 1988, quelques semaines après la première intifada, le début de la première intifada, il entend, par le biais de journalistes palestiniens, qu'un exode de la population est en cours parmi les Palestiniens. Alors, enfin, vous imaginez le bruit que ça peut faire. Et il l'écrit et il cite ces pigistes palestiniens, en dépit des réticences des journalistes israéliens dont je faisais partie, qui étaient autour de lui, qui disaient « Mais attends, est-ce qu'on peut uniquement s'appuyer pour ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas appeler d'autres personnes, vérifier un peu différemment ?» Il dit « C'est du béton, mes sources sont en béton, on y va, on publie. » Il publie et il se ridiculise. Il se ridiculise, mais le tort est terrible parce qu'en fait, d'Exode, c'était une famille de Palestiniens qui déménageaient entre le village de Bani Naïm, pas loin de Bethléem, et qui partaient à Hebron. Donc avec 2 camionnettes. Voilà, c'était l'exode, c'était le grand exode. Il a voulu refaire l'histoire et l'a gonflé. Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est évidemment inacceptable. Ça fait partie du mea culpa dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses qu'on doit comprendre pour aussi voir, et ça je pense qu'il y aura quelques questions à la fin, pour voir que la réputation qu'on peut attribuer à quelques médias, elle peut être parfois justifiée, mais aussi elle peut s'expliquer. Voilà. Les journalistes ne sont pas les seuls à porter le chapeau de la fabrication et de la propagation de fake news. Il y a des groupes extrémistes, des groupes terroristes. Il y a un rapport très intéressant d'Europol de 2012 qui montre la recrudescence d'activité des groupes terroristes à cette période-là. Et on a vu ce que ça a donné, parce que ces groupes-là qui ont été très actifs ont réussi à recruter, ont réussi à semer la panique, et notamment en Syrie. Ça a donné lieu à des drames humains assez épouvantables, et ça a donné lieu à une puissance de recrutement assez impressionnante, uniquement, ce n'était pas des interviews qui se passaient dans un bureau, mais uniquement à travers les réseaux sociaux, et à travers des messages répandus et des fausses nouvelles sur les combats, sur des horreurs, etc., qui étaient déjà suffisamment importantes sur ce champ de bataille pour ne pas avoir en plus été amplifiées par ces groupes terroristes-là qui ont su exploiter donc, ces images. Alors, je vais pas pouvoir être exhaustif sur tous les groupes et pays, on n'a pas trop de temps. Mais voilà, la Russie est extrêmement active dans le domaine de la propagation, de la diffusion de fake news par le biais de RT, anciennement Russia Today, ou Sputnik, dont ils nous ont habitués à diffuser des informations bidons à la gloire de Poutine, mais aussi à la gloire des partis d'extrême droite européens. Et il y a des tas de politiciens qui sont tombés dans le panneau. Les Russes ont intérêt à montrer que l'Europe n'est pas stable et que l'Europe est un échec. Donc, ils diffusent des fausses informations qui alimentent cette théorie qui vient de Moscou. Ils l'ont fait aussi pour la Syrie, on le sait. En France, il y a des sites d'extrême droite qui sont extrêmement actifs, qui sont des sites complètement alternatifs. On a vu aussi qu'il y a une vraie question de l'immigration en France. Il y a quelqu'un qui demande si on est bien sûr qu'il s'agit de Patrick Hanidjar. Ah oui, c'est moi. Je pourrais donner mes sources après pour expliquer que c'est bien moi. C'est bien moi. Donc voilà, il y a des sites bidons qui sont comme les moutons enragés par exemple, ou Français de souche, qui sont des sites qui amplifient un problème qui existe, que c'est certainement pas moi qui vais nier qu'il y a un problème d'immigration en France, mais ils amplifient, ils donnent des informations qui sont pas sourcées, qui sont fausses et qui cultivent un climat. Et ça c'est quelque chose qui contribue évidemment à cette méfiance à l'égard de la presse mainstream partout dans le monde, pas seulement en France. C'est-à-dire que comme il y a des informations fausses qui circulent, on regarde les médias qui sont sérieux, on les regarde avec beaucoup plus de suspicion, enfin de doute. Il y a des sites qui ont qualifié Alain Juppé de Ali Juppé, par exemple, pour dire qu'il était en train de construire des tas de mosquées à Bordeaux, etc. Tout était faux. Marine Le Pen qui a utilisé des informations comme quoi Emmanuel Macron avait un compte offshore aux Bahamas, dans un paradis fiscal. Elle se basait sur des informations qui avaient été diffusées par des sites russes. Tout était faux. Ça a été démontré, c'était faux. Il y a des enquêtes qui ont été faites. En Grande-Bretagne, on a présenté des défilés
qui se passaient au Liban, comme des défilés de chiites qui se passaient à Londres, dans le cœur de Londres, pour demander l'instauration de la charia en Angleterre. C'était des reportages filmés, vidéo, au Liban, il y a 10 ans. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça. On a vu pendant la campagne qui a précédé le Brexit, donc en Grande-Bretagne, toutes les informations fausses qui ont été diffusées par Boris Johnson, qui est aujourd'hui Premier ministre, ou par Nigel Farage, qui était un chef de parti aussi un peu farfelu, qui a diffusé de fausses informations. Il l'a reconnu après la campagne. Il a dit oui, bah, j'ai eu besoin pour faire des voix et pour faire de l'audience, de diffuser des informations qui étaient fausses. On lui a tout pardonné. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires qui fonctionne, qui marche très bien. Il a aucun problème. Il faut que je m'arrête sur la période du 11 septembre, parce que le 11 septembre que j'ai vécu, parce que j'étais aux États-Unis au moment du 11 septembre, il y a les rumeurs les plus farfelues qui ont circulé. Une d'elles est partie du Pakistan, qui accusait, je pense que vous l'avez entendu, qui accusait le Mossad, évidemment, d'avoir fait le coup. À Paris, moi, j'ai été confronté sur un plateau de télévision de France 3 avec un certain Thierry Messant, que vous connaissez peut-être, qui avait écrit la grande supercherie du 11 septembre et qui osait dire qu'aucun avion n'était tombé sur le Pentagone. Or, j'étais au Pentagone, moi, j'ai vu l'avion, j'ai vu l'empennage de l'avion, et donc c'est pour ça qu'on m'avait contacté, comme j'avais écrit des papiers là-dessus, on m'avait contacté pour me confronter à lui. Et le gars, sans vraiment aucune conscience de rien, il expliquait que tout était monté, que c'était des photomontages, et que les journalistes qui participaient à tout ça étaient complices, évidemment. Voilà. Donc, moi et les autres. Il y a eu évidemment l'énorme, enfin, il y a eu plusieurs mensonges, mais de l'administration Bush, notamment sur la fermeture de l'espace aérien américain juste après le 11 septembre, sauf qu'il n'était pas fermé pour tout le monde, parce qu'il y a un avion qui circulait de ville en ville dans le ciel américain à l'époque pour ramasser toute la famille Ben Laden qui était disséminée et qui travaillait et vivait très, très tranquillement aux États-Unis. À la demande des Saoudiens, l'espace aérien a été violé avec l'autorisation des autorités. Et donc, au moment où l'administration Bush disait il n'y a pas un avion en vol, c'était faux. C'était faux. C'est un mensonge d'une administration sérieuse. Il y en a eu un autre par la suite, beaucoup plus grave, le 5 février 2003, lorsque devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Colin Powell, donc secrétaire d'État, montre des photos, des documents, des objets qui révèlent, entre guillemets, l'existence d'armes de destruction massive en Irak. On sait aujourd'hui que c'était faux. Il a même montré des fioles d'anthrax, qui est un produit extrêmement nocif. Voilà, ça a donné lieu à une manipulation extraordinaire. J'ai eu la chance, entre guillemets, de participer à des briefings de la CIA à Langley, en Virginie. On nous prenait avec la plus grande déférence dans des locaux ultra sécurisés et on nous confrontait à un haut responsable, on appelait ça High Ranking Official. C'était un haut responsable de la CIA qui nous disait, droit dans les yeux, tout ce que l'Irak est en train de préparer comme guerre biologique, guerre chimique, guerre nucléaire. Et on a tous plongé. On a tous plongé, tous coupables, tous complices. Les plus grands journaux, le New York Times, le Chicago Tribune, le Boston Globe, les plus grands médias français, tout le monde a plongé, tout le monde y a cru, tout était faux. Tout était faux. Alors après, il y a le tournant évidemment de l'élection de Donald Trump. Alors ça, c'est pour nous journalistes un vrai poème, cette période-là. On a regardé ça avec des yeux absolument effarés, surtout que ça commence avant son élection. Ça commence un an avant son élection. Il y a un site très sérieux américain qui s'appelle PolitiFact qui décerne à Trump, on est avant la campagne, avant le début de la campagne, le titre de menteur de l'année. C'est un titre, ça va lui porter absolument aucun préjudice. Aucun préjudice. Il va retourner ça contre tout le monde, contre les médias, contre tous ceux qui le critiquent. On a vu ce qu'il a fait quand il a été investi, quand il a dit que jamais une foule aussi importante n'avait été présente lors de l'investiture d'un président dans toute l'histoire des États-Unis. Alors après, il a suffi de comparer les photos entre l'investiture d'Obama ou de présidents précédents pour voir que c'était évidemment un piètre mensonge. Et alors là, on nageait en plein surréalisme quand le porte-parole de Trump à l'époque s'appelait Sean Spicer, qui prend la parole devant la presse au briefing quotidien de la Maison-Blanche
et qui dit jamais une foule n'a été aussi importante à l'investiture d'un président. Et il termine, il dit point barre, full stop. Il dit en anglais full stop, point barre. Donc il n'y a pas de discussion possible. Le lendemain, la conseillère de Trump qui s'appelle Kellyanne Conway apparaît sur plusieurs médias. Alors elle dit mais non, mais Sean Spicer n'a fait que son métier et il vous a présenté des faits alternatifs. Voilà, c'est pour ça que j'ai donné le titre aussi à cette petite présentation-là. Faits alternatifs. C'est-à-dire que chaque fois qu'on oppose une vérité à celle de Trump, eh bien, on ment. Et en fait, c'est Trump qui détient la vérité. Et non seulement c'est nous qui mentons, mais en plus, on manque de respect à l'institution présidentielle tout entière. Rien que ça. Donc la vérité, c'est ce que dit le président. Le mensonge, c'est ce qu'il, lui, déclare faux. Et là arrive l'avertissement, quand même, ça personne n'avait vu venir, c'est que c'est la presse qui sera tenue responsable. Et là, ça a donné un climat à l'encontre de la presse, et un climat donc, qui a pris racine au sein de la population aux États-Unis, c'est que la presse, c'est l'ennemi. La presse, c'est l'ennemi, la presse ment, et celui qui détient la vérité, c'est le président. Quand il a sorti des perles concernant les vaccins en 2014, avant l'épidémie actuelle, là, il dit que les vaccins augmentent l'autisme. Il dit que le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois. Voilà. Il dit il y a une rumeur qu'il a jamais démenti parce qu'il a soutenu un groupe conspirationniste qui s'appelle QAnon, dont vous avez peut-être entendu parler, Q Anonyme, qui est un groupe complètement farfelu qui fait circuler des informations incroyables, mais qui ont donné lieu quand même à une fusillade. C'est ce qu'on a appelé le Pizza Gate. On a laissé entendre que les démocrates cultivaient un réseau pédophile autour d'une personnalité qui s'appelle John Podesta, qui était l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Donc, pour nuire aux démocrates, ce site a répandu cette information-là. Ça a été au point qu'un homme en Caroline du Nord, on est en Amérique, un homme en Caroline du Nord prend son fusil, il voyage à Washington, il rentre dans la pizzeria, il tire. Voilà. C'est l'effet d'une fausse information. Beaucoup de journalistes qui ont écrit pour dire évidemment que tout était faux, qu'il n'y avait pas de réseau pédophile, etc., reçoivent des menaces de mort, sont traités de menteurs, et certains sont agressés dans la rue, certains bénéficient de protection policière pendant longtemps. C'est aussi ça l'effet des fausses nouvelles. Quand Trump dit que pour soigner le Covid, il faut se faire des injections de Javel dans le corps, il dit ça en conférence de presse. Vous pouvez tous le retrouver. Ça se balade sur YouTube. Il le dit en conférence de presse. On l'entend le dire, et c'est vrai, il le dit. Il se tourne vers Anthony Fauci, qui est le médecin-chef, son conseiller principal en termes d'épidémie à la Maison-Blanche. Le gars est pâle, le gars il est tout pâle, enfin il ne comprend pas ce qui lui tombe dessus, parce que Trump lui demande de vérifier cette information. Il a quand même donné l'information, puis il lui demande à lui, mais tu vas t'en assurer. Mais le mal est fait, ça circule. Il y a des gens qui vont s'injecter de l'eau de Javel dans leur système, et ça va donner lieu à évidemment des hospitalisations et des horreurs. Je passe sur ce qui s'est passé au moment de sa défaite, où il a laissé entendre que tout était faux, que les résultats avaient été truqués. Ça a donné lieu aux violences que vous avez tous vues. C'était assez choquant. Mais encore une fois, ça marche, ça fonctionne. Il y a un public sur lequel ça prend. Il y a un sondage qui a été mené par le Gallup Institute aux États-Unis, qui est un organisme de sondage extrêmement sérieux, qui dit que près de 60% des Américains pensent que les médias nationaux sont peu dignes de confiance. Voilà. Et pourtant, il y a des journalistes qui font leur boulot, comme à l'époque de Bernstein, Carl Bernstein et Woodward, les deux journalistes en 1972 qui ont révélé le fameux Watergate. C'était la même chose. Ils ont fait un travail d'investigation, mais ça a marché. C'est-à-dire que les mensonges de Nixon ont abouti à son impeachment et à son départ. Il a été obligé de quitter la Maison-Blanche, tandis qu'avec Trump, ça n'a pas marché. À 2 reprises, ça n'a pas marché. Alors que les mensonges étaient beaucoup plus sérieux. Et pourquoi ? C'est qu'il y a une raison extrêmement simple. C'est que Nixon détestait la presse. Il y a de doute pour personne, tout comme Trump.
déteste la presse. Mais la différence, c'est que Nixon ne l'a jamais dit. Il ne s'est jamais exprimé une seule fois sur la presse et sur la façon dont elle travaillait. Il n'a jamais remis en question ce quatrième pouvoir, ce pouvoir qu'on appelle le quatrième pouvoir dans les démocraties modernes. Il n'a jamais utilisé le terme de fake news. Et puis, il n'a pas créé, contrairement à Trump, les fondations, les bases nécessaires à une contestation populaire de ce qui est publié dans les médias mainstream. Et ça, c'est ce qu'a fait Trump, et ça a été dévastateur. Ça a été dévastateur. Et aujourd'hui, vous le savez, il y a une partie de l'opinion publique qui continue de le soutenir, qui continue de penser que l'élection, les résultats étaient truqués, et que c'était pas, que le résultat est injuste, et que Biden n'a rien à faire au pouvoir. Il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui y croient sur la base de ce que dit Trump. Alors, dans la petite région qui nous intéresse beaucoup, depuis longtemps, Israéliens et Palestiniens, ils s'affrontent depuis de longues années déjà, hein, depuis une centaine d'années à coups de fake news et de lobbying, chacun à leur manière et chacun avec leur méthode auprès des médias. Je dois dire que les Palestiniens sont assez forts, je trouve beaucoup plus forts que les Israéliens pour balancer n'importe quoi dans les airs. Je me rappelle avoir été confronté à une mystérieuse attaque chimique israélienne à Ramallah, qui a fait grand bruit, alors avec des photos qui nous arrivaient de partout, avec des enfants en train de suffoquer, avec des troubles neurologiques, etc. En fait, d'attaque chimique par un produit qui était jaune et qui se déposait sur les arbres et sur les voitures et sur le bitume, c'était du pollen. C'était une grande quantité de pollen qui s'était répandue à l'époque sur le centre de Ramallah. Et des gens l'ont cru, des Palestiniens l'ont cru, des médias l'ont diffusé, et ils se sont évidemment ridiculisés, mais encore une fois, le mal est fait. Le mal est fait. Quand on exagère ce qu'a fait Ariel Sharon quand il est monté sur le mont du Temple en 2000 pour visiter. Bon, alors on peut discuter sur Sharon, sur le côté provocateur du bonhomme, etc. Mais sur le mont du Temple, il n'a rien fait autre que de visiter, de passer et de ressortir. Les pires choses ont été écrites sur cette visite, et ça a donné lieu à la deuxième intifada, rien que ça, sur la base de quelque chose qui était faux, qui était exagéré et qui était mensonger. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que Arafat a ressuscité. Ça a été diffusé, ça a été publié dans des médias palestiniens, et qu'on a accusé Israël de l'avoir empoisonné. On a fait venir tous les experts de la planète, y compris des Français qu'on ne pouvait pas taxer d'être pro-israéliens à l'époque, et qui ont démontré, preuve à l'appui, qu'il n'a jamais été empoisonné pendant le siège de son quartier général, donc en 2004. Voilà. Bon, il y a le Brésil. Le Brésil, c'est un peu n'importe quoi. Le président actuel du Brésil, Jair Bolsonaro, qui va brandir devant les caméras un livre qui a été écrit par un dessinateur de bande dessinée français qui s'appelle Le Guide du zizi sexuel. C'est une bande dessinée que mon fils adorait quand il était petit. Et il va brandir ça devant les caméras, la traduction en portugais, pour dire que c'est un manuel qui endoctrine les enfants dans certaines écoles brésiliennes et qui les endoctrine à l'homosexualité, et que tout ça est orchestré par le Parti des travailleurs, c'est-à-dire le parti qui lui est opposé. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on peut faire croire tout ce qu'on veut à n'importe qui, à n'importe quoi. Et en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on joue avec la crédulité du public. On donne une information qui est en apparence sérieuse. On est soi-même en apparence sérieux. Les moyens de diffusion sont d'une rapidité, d'une efficacité remarquable. On joue avec l'ignorance, on joue avec la naïveté, on joue avec la peur, avec le manque d'éducation, et le manque d'éducation aux médias aussi. Donc, les gens qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, ils n'ont pas une bonne compréhension du fonctionnement des médias sociaux. Ils ont tendance à montrer une plus grande crédulité face aux fausses informations. Ils partent du principe que si c'est publié, c'est vrai, c'est authentique, c'est vérifié. Ça explique aussi, j'espère que personne ne va se vexer, mais que pour les plus de 65 ans, c'est la génération qui est le plus crédule
qui est le plus crédule aux médias, à ce qui est publié sur ces réseaux sociaux, et qui ont le plus tendance, ça je le sais par ma propre maman, qui diffuse alors des trucs invraisemblables. Elle me dit, mais c'est vrai, regarde, c'est marqué. Ma mère, hein, prof de littérature, et qui diffuse, regarde, c'est écrit, c'est vrai. Donc, c'est une démarche intéressante. Évidemment, chez ma mère, il n'y a aucune malice, et il n'y a aucune volonté de nuire, mais en toute bonne foi, elle y croit. Elle y croit. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet caisse de résonance. C'est-à-dire que on se fait plaisir, on diffuse une information dans un groupe de gens qui pensent comme nous, et puis ça fait chambre d'écho, et on se rassure soi-même, on se sent en sécurité comme ça dans cette chambre d'écho, en partageant des informations qui ne sont pas, ma foi, toutes justes. Et on a tendance à se rapprocher de gens qui pensent comme nous, et comme aujourd'hui, on sait ce que pense le cercle de gens qui sont autour de nous grâce aux réseaux sociaux, voilà, comme on n'aime pas la dissonance cognitive, on reste entre nous, et comme les algorithmes qui sont utilisés par les géants de la communication comme Facebook, Twitter, Telegram, tous ces réseaux là, qui sont utilisés par beaucoup de monde, l'algorithme va en fait reproposer à des gens qui regardent certains sujets, l'algorithme repropose des articles en rapport avec ces sujets, et ça tourne. Et quand un de ces articles est faux, lui aussi il tourne. Et la mauvaise information, la fausse information se répand. Là, je vais vous donner quelques petits trucs quand même un peu pro comme ça pour repérer des fausses informations et pour vous habituer, pour ceux qui en ont l'envie et le courage, voilà, identifier de fausses informations. Alors la première chose, c'est identifier là ou les sources. Ça, c'est indispensable. Il faut savoir d'où vient une information. Si on ne sait pas, déjà, c'est bizarre. S'il n'y a pas de source mentionnée, c'est bizarre. Si cette source, elle n'est pas connue, fiable, solide, etc., c'est suspect. Il faut se méfier. Il faut identifier l'auteur de l'article. Il faut identifier. Les articles pas signés, ce n'est pas bon. C'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un se cache, ça peut être une organisation, ça peut être un groupe, ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut identifier un auteur. Donc, c'est facile aujourd'hui. On donne, s'il y a un nom, on tape le nom dans Google et puis on voit si le gars existe, si le gars est sérieux, s'il a déjà publié, est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable. Même chose pour la source. Hein. On prend la source, on va dans Google, on regarde qu'est-ce que c'est que cette source. On trouve tout dans Google, absolument tout. Et puis, il faut faire gaffe à ce qu'on trouve aussi. Hein. Il ne faut pas que ce soit un cercle vicieux. Il faut vérifier la date de ce qui est publié, parce que parfois, il y a des articles qui nous sautent à la figure, comme ça, des réseaux sociaux, et puis on se dit, oh là là, mais c'est incroyable ce truc-là. Et bien oui, sauf que c'était il y a 6 ans. Donc, il faut faire attention à la date. Donc, c'est plus actuel. Il faut penser à nos propres préjugés aussi quand on tombe sur une information. Quels sont nos propres préjugés? Quelle est notre relation à ce qu'on est en train de lire? Comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on vit? Quel est le côté émotionnel de ce qu'on est en train de lire? Qu'est-ce que ça suscite en nous? Donc, il faut apprendre à faire ça. C'est pas toujours facile. Il faut évidemment aller au-delà du titre. Il ne faut pas s'arrêter au titre. Très souvent, les titres sont très accrocheurs. Quand ils sont trop accrocheurs, attention, lumière rouge, c'est suspect. Il faut s'en éloigner. Il faut aussi se demander si c'est de l'humour. Parfois, il y a de l'humour. Parfois, on veut faire rire. Parfois, c'est raté. Mais parfois, l'humour, voilà, il est un peu limite. Et puis, il faut aussi s'attarder sur ce que disent les experts. Les experts. Alors, évidemment, je pense à ce qu'on vit là en ce moment depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an, 1 an. Je veux dire, il faut vraiment essayer de voir si les experts le sont vraiment. Est-ce que ce sont des gens qui ont des credentials, du crédit, et qui peuvent effectivement, ce qu'ils disent, ça peut être jugé sérieux. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont été farfelus dans le passé? Voilà, il faut à la fois se méfier des experts et à la fois apprendre à les reconnaître et à les identifier comme sérieux ou pas. Et ça, ça fait aussi partie de notre métier. Alors, il y a des choses qui nous préoccupent pour l'avenir, puisque les logiciels sont de plus en plus performants, la diffusion est de plus en plus large, elle est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les cheap fakes. Cheap fakes, c'était les faux bon marché.
Vous avez peut-être vu ça. C'était pour Biden. On a introduit un discours de Biden qui était très sérieux et on l'a introduit dans un logiciel qui ralentissait sa vitesse d'élocution. Et donc, on avait l'impression qu'il était sous, qu'il était complètement ivre. Donc, il y a des logiciels qui font ça. Et donc, on décrédibilise complètement une personne avec ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les deepfakes. Alors, ça, c'est encore plus, ça, c'est franchement effrayant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de montrer une vidéo avec une personnalité. Ça a été fait avec Obama. On sait qui a diffusé ça. Ce sont des Russes qui ont diffusé un discours d'Obama sur l'assurance médicale aux États-Unis et dans lequel il dit des choses qui détruisent complètement ce que lui-même a mis en place sous sa présidence. Et en fait, il le dit. Et c'est sa voix, ce sont ses mots et sa bouche, comment dirais-je, bouge en fonction de ce qu'il dit. Sauf que il ne le dit pas. Il le dit pas. C'est un logiciel qui a pris des bribes de discours d'Obama, qui a collé tout ça, qui a mouliné tout ça, et qui mélange ça avec des images qui sont réelles. Et on fait dire à un personnage politique de premier plan, on lui fait dire quelque chose qu'il n'a jamais dit et qu'il ne pense probablement pas. Donc, c'est très dangereux parce que c'est ce à quoi on va assister, à mon avis, à l'avenir, avec de plus en plus, parce qu'avant on disait, ben non, regarde, c'est écrit, hein, souvenez-vous de ma maman, regardez, c'est écrit, c'est vrai. Maintenant, on va dire, non, non, regarde, c'est une vidéo, je l'ai vue, donc c'est vrai. Voilà. Et non, ce ne sera pas vrai, ce sera faux. Alors, l'avenir des médias, parce que c'était le dernier point et j'en termine, l'avenir des médias aujourd'hui, il se joue sur ce point-là. C'est-à-dire, ça va être notre capacité à lutter contre cette diffusion de fausses nouvelles. Ça va être notre capacité à restaurer notre crédibilité, donc à faire mieux notre travail et à donner des informations qui sont réellement vérifiées. Et pour essayer d'endiguer cette vague extraordinaire qui est de plus en plus forte. Et puis, alors, le côté rassurant quand même, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent de la fiabilité. On le voit par exemple, même aux États-Unis, qui était quand même le théâtre de mensonges quand même assez éhontés, et où il y a aujourd'hui 7,5 millions d'abonnés au New York Times. C'est phénoménal, dont 1,5 million cette dernière l'année qui vient de se dérouler, 1,5 million en plus d'abonnés. Je crois que tous les médias dans le monde rêvent d'avoir autant d'abonnés. C'est preuve que c'est un journal qui est lu par des gens qui ont un souci de fiabilité, de crédibilité. Ils ont envie de lire des choses qui sont vraies. Voilà. Juste pour parler de la boîte pour laquelle je travaille, on a mis en place un réseau, pour l'instant dans 50 pays, dans 50 bureaux à travers la planète, d'une centaine de journalistes pour l'instant. En tout, c'est en train de grandir. Il y aura bientôt une antenne comme ça à Jérusalem aussi d'ailleurs, de journalistes qui démontent les fausses informations et qui publient sur un site que nous alimentons dans toutes les langues, que nous alimentons et qui montre, voilà, une information publiée faux, voilà le vrai, et voilà la preuve que c'est vrai. Donc avec des sources extrêmement solides, extrêmement vérifiées, et qui permettent de distinguer une fausse information d'une nouvelle. Il y a évidemment le côté, bon voilà, on est tous des EI, il y a le côté éducatif, il faut éduquer aux médias, il faut enseigner à nos enfants, pas seulement le soir de Pessah, il faut leur enseigner aussi voilà, où se trouve la vérité, comment se méfier des mensonges qui sont diffusés à droite, à gauche sur différents supports. Et ça, c'est quelque chose c'est notre rôle à nous, c'est notre rôle aussi en tant que journaliste, de montrer que, voilà, qu'on peut diffuser une information qui est solide, qui est crédible, qui est fiable. Voilà, il faut être vigilant, il faut être honnête. Il ne faut pas diffuser si on a un doute. Si on a un doute, il faut le garder, il faut garder l'information. Il ne faut pas participer à cette vague de mensonges qui nous noie. Il faut prendre le temps pour repérer une fake news. Et puis, il ne faut pas hésiter à prévenir si vous avez un accès à des médias, à des journalistes, à des gens qui ont ce genre d'accès, même à des autorités, si le mensonge est parfois dangereux. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est par pure honnêteté intellectuelle. Voilà.
Et je crois qu'on peut te remercier. Alors, en général, dans les Zooms, les gens applaudissent, s'ils sont contents en tout cas. Et, et c'était pas évident. Le temps était très limité. Il y a un certain nombre de questions. Donc maintenant, ça va être encore moins évident parce qu'il y a pas mal de questions qui demanderaient de long développement. Il va falloir faire ça encore plus court. Alors, D'accord, oui. il y a un jeune homme qui s'appelle Paul, que nous connaissons tous les deux au moins, qui demande est-ce qu'il y a un lien entre l'épidémie de fake news et la cancel culture? Ah, je pense pas. Je pense pas que c'est lié. La cancel culture, c'est vraiment une remise en question des grands concepts du 21e siècle ou du 20e siècle. Et je crois que ça a peu à faire avec ça. Non, non. Je pense que ça a peu à faire avec ça. Pourquoi, Paul, pourquoi? Non, je vois pas pourquoi. Alors, on lui laissera la parole après, parce que la Après, question, il y a une suite, c'est euh, cette épidémie ne serait pas juste une question de précipitation des journalistes? Et on pose donc la question suivante, c'est quel est le degré de militantisme des mais, journalistes? ça c'est une question, mais ça, c'est autre chose. C'est pas la cancel culture qui a créé ça ou qui a mis en évidence les fake news. Mais par contre, il y a des journalistes militants. Ça, on le sait. Il y a des journalistes militants, effectivement, qui partagent ces idéaux-là, qui considèrent que nous sommes que des blancs colonialistes, racistes, totalement pervertis, et que tout ce qu'on écrit ne peut se faire qu'à travers ce prisme-là. Mais ça ne contribue pas. Enfin, je veux dire, c'est un des éléments, mais ça, c'est pas quelque chose qui. Les fake news, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est dans des domaines qui touchent vraiment, enfin, d'autres niveaux de la vie quotidienne, quoi. Merci. Alors, une question de la famille Kern. Je crois que c'est Laurent qui écrit, mais c'est le prénom indiqué, c'est Nadine. Y a-t-il des exemples de journalistes sanctionnés par leur père ou par la hiérarchie pour des erreurs connues? Ah oui, oui, bah, j'ai cité le journaliste qui a diffusé la mort de Martin Bouygues chez nous, et j'ai dit qu'il travaille aux archives, et il va travailler aux archives pendant les 10 prochaines années, là, avant sa retraite. Donc, oui, oui, c'est sanctionné. Il y a des médias qui sanctionnent, évidemment, évidemment. Alors, Catherine demande, existe-t-il des instances nationales ou internationales susceptibles de sanctionner une désinformation par des médias officiels ou face aux individus non professionnels? Non, il n'y a pas d'instance internationale, mais il y a des instances nationales. En France, diffuser une fausse information, c'est réprimé par la loi. Je ne suis pas sûr que ça existe dans beaucoup de pays, mais ça ne se passe qu'au niveau des pays, des législations des différents pays, mais pas au niveau international, non. Ça n'existe pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des projets de le faire? Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens tapent sur Facebook et tout, que les comptes de certains ex-présidents américains les comptes Twitter ont été fermés en raison justement de toutes ces fausses informations. Oui, mais ça a été fermé par qui? Ça a été fermé par les instances elles-mêmes. Ça a été fermé par Facebook, ça a été fermé par Twitter. Ça n'a pas été fermé par les États, par les législations des États. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gouvernements n'ont pas intérêt à trop s'exprimer et légiférer sur le mensonge parce que ça pourrait se retourner contre eux. Je ne suis pas certain qu'ils ont envie de ça. Donc c'est un petit peu délicat. Quand on dénonce les mensonges de quelqu'un, on s'expose soi-même à être la cible d'une enquête, d'une investigation qui va être révélatrice de ses propres mensonges. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gouvernements qui soient enclins à faire ce processus-là. Alors, Francky Hausser de Strasbourg a posé deux questions, mais il a demandé à prendre la parole pour mieux expliquer. Francky, c'est à toi. Oui, je vais commencer, merci, par un truc qui n'est pas une fake news, vraiment super. Merci Patrick, ça enfin, vraiment, c'est passionnant. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ma question, ce qui me pose problème depuis pas mal d'années, parce que c'est une question que je me pose, qu'est-ce qui fait, tu as un peu répondu, que tout ça, ça perdure finalement depuis 2000 ans. Il y a des constances. Enfin, je pense que l'antisémitisme est un bon exemple. J'aimerais donner deux exemples. Un exemple des années 30 et un exemple du mois de décembre. Dans un petit village alsacien, mon père racontait qu'il y avait une épidémie de choléra. Et donc, évidemment, les Juifs ont été accusés d'avoir empoisonné les puits. Et mon père expliquait que
finalement, dans les années 30, les Juifs dans ce village achetaient déjà des bouteilles d'eau minérale, donc n'avaient pas le choléra. Donc, et quand on voit certaines caricatures avec Madame Buzyn qui empoisonne les puits, caricature, il y a un an, c'est le même système et tout le monde dénonce et pourtant ça fonctionne. Dernier exemple que j'aimerais donner, il y a eu dans notre journal régional local fin décembre un super article sur un chef d'entreprise alsacien, Silvano Trotta, alsacien comme son nom l'indique, qui a un blog où il fait passer un certain nombre de vidéos sur crise sanitaire et fruits du complot. L'article fait 3/4 de page, on va dire Nouvelle d'Alsace. Tu as presque envie d'aller voir ce blog. Et le journal donne 10 lignes à Tristan Mendès-France, hein, qui travaille sur ces questions-là, pour dénoncer 10 lignes sur 3/4 de page d'article. Donc, en fait, tu as un peu répondu, quoi, mais qu'est-ce qui fait qu'en 2000 ans, à part la vitesse de diffusion, bon, ça c'est quand même beaucoup plus rapide, heureusement, hein, à part la vitesse de diffusion, on a les mêmes systèmes qui fonctionnent. Pourtant, tu as fait un brillant exposé et moi, j'étais surpris à diffuser comme tu as un moment, quoi, à diffuser des fausses informations. Ça marche. Est-ce qu'on a, finalement, il y a cette question rumeur, fake news, hein, Edgar Morin a bien démontré ça dans la rumeur d'Orléans, mais est-ce que finalement… C'est marrant, j'allais parler de la rumeur d'Orléans justement, mais parce que en fait, plus c'est gros, plus ça marche. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on rencontre depuis longtemps déjà. Il y a la crédulité de la population, la crédulité des masses. La masse est l'objet qu'on peut manipuler le plus facilement. On l'a vu dans l'histoire de l'humanité. On peut manipuler les masses. On l'a fait pour des choses épouvantables, on le sait. Les plus anciens d'entre nous l'ont connu, on le voit jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que on a une capacité à avaler des informations, à croire des choses, et parce que ça correspond à des émotions, à des vieilles croyances, à une éducation, à un contexte dans lequel on se trouve. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison que ça cesse. Et c'est pour ça, et j'avais terminé là-dessus, c'est pour ça qu'on fabrique des outils pour justement rendre ces mensonges encore plus forts, encore plus crédibles, encore plus épouvantables. Et nous, de notre côté, on crée des instruments, on crée des outils pour démonter ces fausses informations, des outils pour, par exemple, déterminer la géolocalisation d'une vidéo, pour déterminer parce que maintenant, évidemment, on a créé la vidéo pour faire parler quelqu'un, lui faire dire des choses qu'il ne dit pas en réalité. Donc maintenant, on fabrique des logiciels pour déterminer si la vidéo en question est passée à travers ce logiciel-là. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu comme les Allemands ont inventé les sous-marins, hein, ça tout le monde le sait, mais qui a inventé la torpille? Ce sont les Américains. Donc on invente quelque chose et on invente sa parade. C'est tout. Le premier bombardement aérien de l'histoire, c'était un Italien qui a lancé des grenades en Libye, colonie italienne, au début de la Première Guerre mondiale, parce qu'il s'est rendu compte qu'en lançant une grenade de son petit avion sur des Touaregs en révolte, il arrivait à maîtriser la révolte. On a vu ce que ça a donné, ça a donné la course aux armements, ça a donné l'invention massive du bombardement, ça a donné, voilà. Et on crée quelque chose et ça riposte. Il y a le mensonge et ça riposte. Et c'est comme ça que ça va être. Et ne t'attends pas, Franck, t'attends pas à ce que, que ça diminue. Ça va pas diminuer. Question à propos des sondages de Laurent. Pourquoi sont-ils si fréquemment repris par la presse alors qu'ils s'avèrent souvent faux a posteriori et surtout qu'ils sont souvent construits sur des échantillons très faibles? Et Paul complète, oui, et en particulier ces sondages d'opinion sur les questions de science conféraient Étienne Klein. Oui, mais alors ça, c'est une question pour les instituts de sondage. Ça, c'est sur leur façon de travailler. Et c'est vrai que les journalistes ont tort souvent de reprendre ces sondages, mais souvent, ces sondages sont repris dans la presse parce qu'il n'y a rien d'autre. Et puisqu'il y a aussi une convergence, je pense aux sondages qui sont faits en période électorale, par exemple. Et en période électorale, on diffuse, mais tout et n'importe quoi. Tous les instituts de sondage se répandent avec leurs estimations, leurs prévisions. Et puis, on l'a vu, hein, tout le monde se trompe. Donc, mais ce sont les sondages. Donc, les journalistes ne peuvent pas inventer des sondages. Ils utilisent ce qui se publie.
Et c'est vrai que c'est probablement une erreur, mais en même temps, je ne vois pas trop comment faire autrement. Il faudrait remodeler la façon de travailler des sondeurs et leur demander de travailler de façon plus fiable, de façon à ce que quand c'est repris par des médias, que ce soit plus fiable. Question de Paul qui continue. Y aurait-il une déontologie des journalistes qui résistera à ce mouvement de populisme? Et il fait un commentaire, du mal à y croire. Non, il y en a. On appartient, nous, je dis nous, AFP, on appartient à une coalition de grands médias qui s'est formée en 2015, qui est incroyablement puissante aujourd'hui et qui ont décidé d'enrayer cette vague. Alors, enrayer, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas de la freiner et de diffuser des informations qui sont fiables. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe. Il y a des gens qui aiment leur métier et qui considèrent qu'informer, c'est important. Voilà. Je vais dire un mot sur mon papa, Zichro de Livraha, qui me disait quand j'étais petit que si les Juifs allemands avaient appris à lire le journal correctement, ils seraient partis à temps. Ils n'auraient pas attendu et ils ne seraient certainement pas revenus pour certains d'entre eux. À un moment, il fallait pas revenir. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à analyser, il faut apprendre à comprendre. Et puis voilà, peut-être que ça s'arrangera un petit peu. Alors, Jonathan demande quelles sanctions après la découverte de fake news par les médias traditionnels? La pendaison, la fusillade, la lapidation. Généralement on est viré, rétrogradé, mis sur la touche. Voilà, c'est ce genre de sanctions. Là. Sauf si c'est le directeur du journal qui a demandé d'écrire la fake news, bien sûr. Ah, ça, c'est autre chose. Mais il y a des directeurs de journaux qui peuvent sauter aussi. Oui. À titre personnel, j'ai été invité, quand j'étais en mission à Paris, j'ai été invité à plusieurs reprises à aller parler d'Israël et du judaïsme sur Sputnik, et il s'étonnait que je ne vienne pas en studio. Tu leur expliqueras. Ils étaient très, très étonnés. Quand on parle de liberté de la presse, comment se justifie-t-elle dans la mesure où les publications et journalistes sont affiliés à des partis politiques? C'est Johanna qui pose la question. C'est inadmissible. C'est inadmissible, mais on pense à quoi là? Israël Hayom? À quel journal on pense? Mais il y a des journaux qui sont affiliés, qui sont proches de partis ou de dirigeants, qui sont financés par des financiers qui sont proches de tel ou tel parti. Et ça, c'est partout. Non, enfin, évidemment, ça change le contenu. Mais je veux faire une différence quand même entre une fausse information et une opinion. C'est quand même très, très différent. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Parce que diffuser une opinion, c'est légitime. Si c'est contrebalancé par une opinion adverse dans un autre média ou au sein même du même média, c'est légitime. Il n'y a pas de problème. Donc, je fais vraiment la différence entre opinion et fausse information. Rien à voir. Lise demande, et pourquoi l'omission des faits n'est-elle pas considérée comme fake news? Genre, Israël a attaqué en omettant de dire que c'est suite à un enlèvement de soldats. C'est inadmissible. Ça s'est produit dans le passé, je le sais parce que je l'ai vécu. Et je vais pas trop étaler ça ici, mais j'ai beaucoup fait en sorte dans la boîte où j'ai travaillé, au poste que j'ai occupé, pour que ça change. Et franchement, on en est beaucoup moins là. Il y a encore des choses qui sont inacceptables, inadmissibles. Mais franchement, il y a une prise de conscience aujourd'hui qui fait que on donne ce type d'information différemment aujourd'hui. Et quand c'est pas le cas, la personne est sanctionnée. Je peux vous raconter pour l'anecdote. Le directeur qui m'a succédé au bureau de Jérusalem avait fait ce qu'on appelle un marronnier, c'est les papiers qu'on passe tous les ans à des époques particulières. C'était le soir de Noël, où il a été à Bethléem pour couvrir la messe de minuit. Et il écrit, il fait son papier et il met en titre la Terre Sainte célèbre Noël. Et moi, à l'époque, j'étais rédacteur en chef, j'étais à Paris.
Et à Paris, je vois arriver ce papier-là. Et je vois le papier et je dis, mais attends, le bureau de Jérusalem, il existe depuis 1936 à Jérusalem. Et je connais toutes les archives de ce bureau par cœur. Jamais personne ne s'est permis d'écrire la Terre Sainte célèbre Noël. Pour une raison très simple, c'est que la Terre Sainte, ben, il y a des Juifs, il y a des chrétiens, il y a des Druzes, il y a des Circassiens, il y a des musulmans, il y a tout ce qu'on veut. Donc ce n'est pas la Terre Sainte qui célèbre Noël, c'est les chrétiens de Terre Sainte qui célèbrent Noël. Donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, on ne passe pas, tu refais le titre parce que ça ne peut pas passer comme ça. Et il s'est scandalisé. Il en a fait tout un foin. Il me dit, ah ben bien sûr, je comprends pourquoi toi tu me dis ça. Alors je lui renvoie l'appareil, je lui dis, écoute, je comprends parfaitement pourquoi toi, catholique de Versailles, tu écris ce que tu écris. Mais ça ne peut pas apparaître dans la copie. Ça ne peut pas apparaître comme ça ne peut pas être diffusé comme ça. Ça a été très loin, il a été sanctionné pour manquement à la déontologie. Et il a été vraiment sanctionné. Et puis, comme il n'en était pas à son premier coup d'essai aussi à cause de moi, donc voilà, c'est un garçon avec qui je n'ai pas de très bon rapport. Mais il a écrit des choses inadmissibles. Il y avait eu ce massacre épouvantable d'une famille, je ne me rappelle plus le nom de la famille Vogel, qui a été assassinée d'une façon odieuse. Et voilà, moi j'avais pas vu, j'avais laissé passer parce que ça s'est passé un vendredi soir et que je n'étais pas aux manettes. Et il a écrit un papier, mais absolument immonde, dans lequel il expliquait que, en fait, si c'était arrivé, c'est parce que les méchants colons avaient persécuté sans arrêt les pauvres Palestiniens qui n'étaient que de gentils agriculteurs du coin. Or, les gentils agriculteurs du coin, ils ont égorgé des enfants dans leur sommeil et poignardé leurs parents. Donc, moi, j'ai vu ça le lundi matin en arrivant. Toute la presse, y compris la presse française, avait donné des détails, mais extrêmement, horribles de ce qui s'était passé. Il n'y avait aucun de ces détails dans le papier sorti par l'AFP. Donc voilà, je l'ai convoqué. Il a été franchement sanctionné. Il a eu une lettre d'avertissement et il n'a pas recommencé. Donc c'était pour la question tout à l'heure. Oui, il y a des sanctions et ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, il faut être vigilant et il ne faut pas laisser passer. Voilà, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pas toujours facile, mais c'est ce que j'ai essayé de faire pendant quelques années. Voilà. Alors, il y a Joël qui est sur TF1 qui nous dit une note d'optimisme. Les médias se dotent de plus en plus fréquemment de cellules de fact-checking qui deviennent un axe important des rédactions. Les vérificateurs sur TF1 et LCI, par exemple. Enfin une collègue. Merci Joël. Oui, c'est vrai. Jonathan demande du point de vue journalistique comment sort-on du relativisme absolu où tous les points de vue sont défendables. Un expert avance un argument et on lui répond « Prouvez-moi que le contraire est faux ». Oui, mais là, on parle de philosophie. Là, c'est la question de la vérité et du mensonge. Là. Je ne suis pas sûr que je vais rentrer là-dedans. Il paraît qu'il y a une émission très intéressante ce matin sur la vérité et mensonge autour de Martin Buber, des cris de Martin Buber. Je vais me faire un plaisir d'écouter, mais on est plutôt dans ce niveau-là de discussion. Là, c'est autre chose. Là. Je t'invite à regarder le chat parce qu'il y a un certain nombre d'amis qui réagissent à ce que tu as dit. On a encore une ou deux questions. Daniel, peux-tu nous donner, alors je ne sais pas si tu pourras répondre de ta lointaine Mexico, peux-tu nous donner un exemple de fake news en Israël sur le Covid? Alors, c'est très sur le Covid. Oui, tu sais, c'est ce virus que tu as attrapé il n'y a pas longtemps. Et pour lequel il y a des séquelles, comme vous pouvez c'est marrant parce que Israël est un des plus petits diffuseurs de fausses informations. C'est intéressant, hein. Il y a quand même quelque chose. Il y a très peu de fausses infos qui sortent d'Israël. C'est pour ça que personne à la direction de l'agence ne se dépêche d'aller créer un bureau, une antenne là-bas de journalistes qui ne s'occuperaient que de débusquer ces fausses infos. Il n'y en a pas vraiment. Donc, je peux pas répondre à cette question, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, encore une fois, je fais la différence entre le côté manipulateur d'un politicien haut placé, enfin, suivez mon regard, et la réalité. C'est pas du mensonge, c'est de la manipulation. C'est pas pareil. C'est vraiment, c'est une opinion, c'est destiné c'est un but bien précis, mais c'est pas du mensonge à proprement parler. Voilà.
Il se passe beaucoup de choses en général vers 19h50 en Israël pour être sûr que le journal Mabat, le 20h, commence là-dessus, on dirait. Et alors, il y a une question. Est-ce que l'info équitable est efficace? L'info équitable? Oui, c'est Jonathan qui pose la question. Info équitable, c'est un site, hein? C'est ça la question? Et je ne sais pas s'il parle du site ou du principe de l'info équitable. Parce qu'Info équitable, c'est un site qui est tenu par un copain à moi qui s'appelle Clément Verrenal et qui Mhm. fait un très très bon boulot, qui fait un excellent travail. OK, OK. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, sauf s'il s'en rajoute. Alors, il y a iPhone qui lève la main, je suppose que c'est pour parler, mais comme iPhone ne décline pas son identité, on ne peut pas lui donner la parole, donc il peut écrire sa question. Donc, s'il le souhaite, voilà. Alors, en Israël, il y a eu 2 fake news. On te dit le corona se dissout dans l'air et les enfants sont des porteurs sains. Oui, mais d'accord. Et puis je vois aussi, j'ai vu un rabbin qui a affirmé que le vaccin rendait homosexuel, c'est ça? Oui, on a eu un certain nombre de réactions très, très intéressantes, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, puisque tu as puisé tout à l'heure dans cette notion de émet, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, on a mis beaucoup de temps, et heureusement qu'il a fallu l'écrire parce qu'on avait peur à un moment de la perdre. Mais la question qui se posait, c'était la question de la Torah, le Talmud est resté la loi orale, justement parce qu'on ne pouvait pas l'écrire, on ne pouvait pas tout l'écrire. Et un de nos maîtres anciens qui s'appelait Manitou, comme vous le savez, a eu beaucoup, beaucoup de mal à écrire parce qu'il avait peur que sa pensée ne soit trahie par l'écriture. Il préférait rester dans l'oralité. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'essaye de voir, voilà, un certain nombre de compliments. Merci, c'est très complet. Jean Pisanté te dit que c'était sujet un peu insoluble, mais Patrick l'a bien présenté. Voilà, c'est un petit peu la question. Et on nous signale qu'il y a ce soir, à 20h50, je suppose que c'est l'heure française, sur la cinquième, il y a une émission justement sur les fake news. Donc, on ne l'a pas fait exprès, c'est eux qui nous ont copié, je vous le promets. Toujours est-il que, voilà. Alors, je voudrais te donner la parole pour conclure, Patrick. Je ne sais pas si on peut conclure, mais Non, en tout on peut pas cas, conclure. conclure ton intervention. Écoute, c'est un combat de tous les jours, et puis ça se fait sous couvert d'honnêteté. C'est-à-dire, c'est le mot-clé. Il faut être honnête, et surtout quand on fait ce métier qui a une telle influence, ça a une influence extraordinaire. C'est une force de frappe inouïe. Les mots, hein, les images. Il faut être vraiment très très conscient de cette puissance-là et de savoir qu'on peut vraiment avec un mot, avec une phrase, avec une image, on peut provoquer des catastrophes ou des choses au contraire très, très positives. Donc c'est vrai que il faut être responsable et c'est un métier très responsable. La profession a été dévoyée ces dernières années, mais je crois que c'est un phénomène qui est un peu général. Enfin, on ne considère plus les médecins de la même façon, on ne considère plus les avocats de la même façon. Bon, ben voilà, on ne considère plus les journalistes de la même façon. C'est bien dommage. Mais voilà, on essaye, tant qu'on travaille, de faire ce métier correctement. Voilà. Je voudrais te remercier, Patrick. Et comme je l'ai promis tout à l'heure, dans un moment, je vais ouvrir les micros comme ça et tout le monde pourra transmettre les messages personnels. Je vous invite, si vous avez à l'écran, à notre prochaine conférence qui aura lieu la semaine prochaine, toujours à la même heure, avec Edva Peraya, qui est une ancienne du groupe local de la Victoire, sur le terme de Salonique, on vivait bien un, puisqu'elle a écrit un livre. Donc, on va parler de la Jérusalem des Balkans et vous recevrez le lien pour ceux que ça intéresse. Et par ailleurs, je voudrais vous dire que le 18 mars, le jeudi 18 mars, à 19h,
heure de Jérusalem, 18 heures à Paris. Nous sacrifions à une tradition que nous avions réalisée déjà il y a 2 ans. Je ne sais plus pour quelle édition des élections parce qu'on se perd des fois un petit peu, mais nous organisons donc le jeudi soir une soirée non pas politique, non pas électorale dans le sens nous n'appelons à voter pour aucun parti, mais nous appelons tout le monde à aller voter, à faire notre devoir de citoyen. Et donc nous avons eu un accord de l'ensemble des candidats francophones des partis, et les autres partis qui n'ont pas de candidats français ou francophones seront aussi représentés. Vous recevrez là aussi un lien Zoom et la soirée sera modérée par David Benaïm. Voilà, donc on passera de Mexico à New York City avec lui. Et donc, toute une série de manifestations, un programme. En tout cas, je remercie Patrick. Je voudrais le rassurer parce qu'il avait peur de ne pas avoir assez de souffle, parce qu'il a été effectivement récemment eu quelques... Il a eu ce fameux virus, donc nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Et voilà, dans un moment, tu vas pouvoir reprendre ton souffle et te reposer. Merci beaucoup. Et chose promise, chose due, on va réouvrir les micros pour vous permettre de communiquer entre vous. Encore une fois, merci beaucoup, merci à tous. Si j'arrive à retrouver le micro, ça c'est encore autre chose. Et ça va être cacophoniesque. Oui, mais à un moment, ça va s'auto-réguler, ne t'inquiète pas. Voilà. Vous pouvez vous-même ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Patrick. Merci Patrick, c'est Laurent. Merci Patrick. Jean-Charles, tu m'entends? Oui. Ah, il y a Laurent. C'est Laurent.